Chers téléspectateurs, bonjour. Merci d'être au rendez-vous pour ce nouveau numéro de rencontre. Aujourd'hui, nous sommes à la Chambre de commerce de l'Union européenne en Chine et son secrétaire général, M. Adam Dunet, nous accueille aimablement. Bonjour, M. Dunet, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Aujourd'hui, nous allons parler de votre expérience en Chine et les investissements européens en Chine. Donc, quand est-ce que la première fois vous êtes venu en Chine? La première fois à Pékin, c'était en 1999. La première fois ici à Pékin, c'est une expérience incroyable. Il faut dire que c'était une des meilleures années de ma vie, en fait, la première année que j'ai passée ici en Chine. Pourquoi vous avez dit incroyable? Pourquoi incroyable? Je ne sais pas. À l'époque, je ne m'attendais à rien parce que je ne savais pas ce qui allait se passer. Mais en fait, j'ai trouvé les gens très très agréables. La nourriture était très très bonne. Les opportunités que j'avais, l'accès à la ville, à la culture. J'ai pu étudier ici, j'ai travaillé, j'ai passé à la télévision, à la radio. J'avais une groupe de musique. J'ai fait plus de choses dans cette année-là que peut-être que j'ai jamais fait avant. Adam Dunet possède la double nationalité anglaise et canadienne. Il a étudié en Chine et y a travaillé de nombreuses années. Il a d'ailleurs un vrai nom chinois, Tang Yadong. De 2006 à 2011, il a été le directeur général de la Chambre de commerce européenne en Chine, avant d'en devenir, début février 2013, le nouveau secrétaire général. La Chambre de commerce européenne en Chine a été fondée le 19 octobre 2000 par 51 entreprises européennes installées en Chine. Actuellement, elle compte plus de 1400 membres, dont des multinationales et des PME. Mais avant votre arrivée en Chine, pourquoi avoir choisi la Chine comme destination? J'ai toujours aimé les langues. À l'origine, j'avais étudié les langues européennes à l'université. J'avais passé pas mal de temps en France et puis en Espagne et en Angleterre. Et puis, à l'époque, l'Asie était une destination pour laquelle beaucoup de personnes y pensaient déjà. Et je me suis dit, pourquoi pas apprendre une langue asiatique? Alors j'avais fait une demande pour une bourse et je l'ai reçue. Et puis je suis venu ici et j'ai étudié. Et puis à partir de ce moment-là, j'ai jamais quitté. Pendant toutes ces années en Chine, constatez-vous des changements dans la société chinoise? Le changement, c'est incroyable. Tout le monde en parle, mais je crois que beaucoup de personnes ne se rendent pas compte combien le changement est important, pas seulement pour la Chine, mais dans tout le monde entier, dans toute l'histoire humaine en fait. Parce que les changements, je crois qu'on a vu ici dans les dernières 30 années, représentent les changements plus importants et plus grands qu'on n'a jamais vu dans n'importe quel autre pays, à n'importe quel autre moment en histoire. Donc, quels sont les changements les plus impressionnants ou ce qui vous a marqué le plus? Pour moi, pour les 14 années que j'ai passées déjà ici, c'est surtout les opportunités. Je me souviens quand j'étais ici, les amis que j'ai rencontrés et tout ça, très très peu de personnes avaient leur propre voiture. Il y avait une petite partie des gens qui ont voyagé à l'extérieur de la Chine, mais la plupart des personnes maintenant, ils ont leur propre voiture. Ils ont voyagé en Europe et aux États-Unis. Ils ont leur propre maison ou appartement. Ils ont des manières de vivre beaucoup meilleures qu'ils vivaient auparavant. Je dirais peut-être le changement le plus grand, c'est surtout le changement des choses matérielles. On vient ici en Chine maintenant et on voit des meubles, des constructions qui sont le plus nouveau et les plus récents qu'on connaît dans son pays soi-même. D'accord. Et les mentalités des personnes? Ce qui est difficile, c'est que le changement ici, c'est devenu quelque chose de normal.
Et tout le monde s'attend qu'il y a un nouveau fonds mobile chaque année. Tout le monde s'attend qu'ils ont une augmentation de salaire de 10, 20, 30% toutes les années. Beaucoup de personnes sautent d'un travail à l'autre parce qu'il y a ces opportunités et puis tout le monde s'attend à la nouvelle chose qui arrive sur le marché. Mais ça c'est pas normal dans d'autres pays. Peut-être c'est normal ici en Chine pendant les dernières années, mais je crains que ça va changer parce que déjà on parle d'un ralentissement de croissance économique ici en Chine et puis dans le monde entier. Et je ne sais pas si la plupart des personnes sont prêts mentalement à ce changement qui va venir. Lorsqu'il était directeur général de la Chambre de commerce européenne, la principale tâche d'Adam Dunay était de recueillir les impressions et l'opinion des entreprises européennes sur la situation de l'investissement en Chine et de les faire remonter au gouvernement chinois. Fin 2010, la CNDR a mis en place, avant la tenue du 12e plan quinquennal, un système de sondage d'opinion qui a reçu un très large écho parmi les entreprises concernées. Car c'était la première fois que le gouvernement recueillait l'opinion des entreprises étrangères. Comprenant qu'il fallait saisir cette importante occasion, Adam Dunay s'est attaché à transmettre les informations du gouvernement. En 2011, avant le 12e plan quinquennal, la Commission nationale de réforme et du développement a lancé un sondage d'opinion. Donc, quelle a été votre réaction quand vous avez appris cette nouvelle? Bon, c'était en fait une très bonne nouvelle. La Chambre européenne, depuis sa création, demande aux autorités chinoises la possibilité de faire des commentaires sur les nouveaux règlements avant qu'ils soient publiés, afin qu'on puisse aider dans le développement de ces règlements et ces mesures, et afin que ce soit une amélioration pour le milieu du business et commercial. Ces plans-là, c'était la première fois en fait qu'ils ont demandé au public des suggestions. Et alors pour nous, on a pris cette occasion pour faire une quarantaine de pages de commentaires là-dessus. On a respecté le processus. Nos commentaires ont été bien reçus. Et c'est quelque chose qu'on continuera à faire lorsqu'on a cette invitation. Vous pouvez nous donner un peu plus de précision sur quels sont les aspects que vous avez fournis au gouvernement? Ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé quels étaient les intérêts du gouvernement chinois. Oui. Et puis on a regardé surtout sur les secteurs environnementaux, comment est-ce qu'on pourrait améliorer l'environnement en Chine. Et puis aussi l'innovation. Pour les années qui viennent, ça va être très très important pour faire continuer à croître le pays. C'est comment faire innover, comment augmenter l'innovation en Chine. Et pour ça, il faut bien regarder les droits de propriété intellectuelle. Il faut regarder comment se font les patents. Il faut voir comment se fait la recherche et la protection des propriétés intellectuelles. Selon vous, quel a été le résultat de ce sondage opinion? Déjà, le résultat, le succès, c'est le fait que pour la première fois, ils ont demandé au public de faire les commentaires. Nous, on les a fait. Le fait qu'ils l'ont reçu, ils l'ont confirmé, ils nous ont dit qu'ils allaient le partager avec d'autres départements et d'autres personnes qui s'occupent de chaque partie de nos commentaires. Était un succès dans soi-même. Mais les plans de quinquennal, ce n'est pas seulement le plan central, ce sont aussi les plans de tous les ministères, de toutes les provinces, de toutes les villes aussi. Et cela, même à ce jour-ci, continue à se dérouler. Alors, ces commentaires ont une valeur de plusieurs années. Ce qui est intéressant maintenant aussi, c'est que pour le 3e quinquennal, ils ont déjà commencé à réfléchir là-dessus,
Alors pour nous, il faudra qu'on continue notre travail aussi à étudier les problèmes et les défis et les opportunités que nos membres ici trouvent dans nos marchés. Adam Dunay, riche d'une longue expérience, met en place des petits groupes de travail et obtient en 3 mois un document compilant les différents avis formulés par les entreprises. En seulement 3 mois, la Chambre de commerce européenne a tenu plus de 50 réunions sur le 12e plan quinquennal. Et la compilation du document a mobilisé les efforts d'une 50aine de personnes. Adam Dunay est fier de la réalisation de ce document, qui est le plus grand accomplissement de son mandat de directeur de la Chambre de commerce européenne en Chine. Avant le 12e plan quinquennal, est-ce que vous avez déjà fait des suggestions pour d'autres ministères? Ah oui, c'est notre travail quotidien. Chaque année, on publie notre position paper. On rencontre les ministères et les DG des ministères importants, entre une dizaine et une quinzaine chaque année. On le fait au niveau central ici à Pékin, mais on le fait aussi à Shanghai, à Guangzhou, à Shenzhen, à Tianjin. Là où on a nos bureaux, il y en a 9 en Chine, on fait des représentations. Donc, est-ce que vous avez d'autres suggestions ou attentes pour le gouvernement de vous donner plus de participation dans la formation des politiques intérieures? Il faudra dire déjà, ça va de mieux en mieux chaque année. Nos relations avec le gouvernement sont très fortes. On a beaucoup plus d'opportunités de faire des commentaires, de participer qu'auparavant. On fait des commentaires sur une soixantaine de règlements chaque année et même déjà on a les ministères qui nous approchent c'est pas seulement nous qui les approchent, c'est eux qui nous approchent aussi pour savoir nos idées. Des fois le problème c'est qu'ils nous demandent des suggestions mais ils nous donnent quelques jours pour en donner. Et pour vraiment aider, pour donner des recommandations constructives, on a besoin de quelques jours. Parce que pour nous, ça ne vient pas de le secrétariat ici. Nous, il faut qu'on demande à nos membres. Et eux, il faut qu'eux, ils font de la recherche eux-mêmes aussi. Alors, normalement, pour faire une bonne réponse, pour faire des bonnes recommandations, nous, on a besoin minimum 30 jours. 30 jours minimum. Vous déjà préparé des suggestions pour les 2 assemblées de cette année? Nos recommandations qu'on fait chaque année dans notre position paper, qui sort au mois de septembre, sont toujours valides. Et en général, ce sont des questions, on parle d'accès au marché, on parle de le marché public, public procurement, les subventions que le gouvernement donne aux entreprises chinoises. Si on va donner des subventions, on aimerait que les entreprises européennes aussi ont cette possibilité. Donc, quelles sont vos attentes vis-à-vis des 2 assemblées cette année? Cette année, c'est une année très très spéciale parce qu'il y a un changement de gouvernement. Je crois que les thèmes qui sont très importants, c'est la sécurité sociale, c'est la bureaucratie, c'est la décentralisation du gouvernement, c'est la réforme des entreprises publiques, c'est le logement des gens, très important, et c'est aussi qu'est-ce qui va faire pousser, qui va faire croître la Chine dans les années qui viennent, qui va être le stimulus qui va faire bouger la Chine. Qu'est-ce que la nouvelle équipe dirigeante vous inspire? Déjà, Xi Jinping, il a parlé de ses efforts et ses intentions de réduire la corruption, d'augmenter le nombre de logements qui sont disponibles aux gens, de contrôler l'augmentation des prix, de faire un petit peu plus de décentralisation et d'être plus efficace dans l'administration. Et ces changements et ces paroles-là, je crois que
on les a bien entendus jusqu'à aujourd'hui. La Chambre de commerce a aussi orienté les entreprises vers le centre-ouest de la Chine, ce qui est aussi s'inscrit dans plusieurs plans du gouvernement de développer le centre-ouest du pays. Donc, quel est l'état de lieu des projets en ce sens? Le Go West mesure du gouvernement, ça a commencé il y a déjà une dizaine d'années, qu'on le sait, mais c'est vraiment dans les dernières quelques années qu'on voit plus d'investissements dans l'Ouest. Et je crois que bien que ça a été un but pour le gouvernement, ça prend place maintenant, surtout parce que le marché est là. Les entreprises reconnaissent qu'il y a beaucoup d'opportunités pour eux aussi. Déjà à Pékin, sur le côte est de la Chine, les coûts les coûts de main-d'œuvre augmentent, les marchés déjà ont beaucoup de compétiteurs et tout ça. Mais dans les villes de 3e et 4e tiers, il y a beaucoup d'opportunités là. Et on voit de plus en plus intérêt là-bas, surtout avec les mesures que le gouvernement offre, comme les taxes sur les revenus de 15%, sur les zones économiques qui ont plus de préférences et incitations pour les entreprises. Ça les aide beaucoup. Justement, quand on parle des entreprises européennes, on sait que beaucoup d'études ont fait ces dernières années sur le rôle des multinationales dans des économies très globalisées. Donc, selon vous, en quoi les multinationales sont-elles utiles dans des économies émergentes? Si on parle des multinationales dans les pays émergents, je dirais deux choses. D'abord, ce qu'ils offrent, c'est l'expérience européenne et internationale. Il faut dire que ces entreprises européennes, ils sont devenus, ils ont du succès parce que déjà en Europe, ils ont eu du succès. C'est-à-dire en Europe, où il y a 27 pays membres, où ils ont de langues, de cultures, de climats très très différents. Et alors, s'ils peuvent réussir en Europe, bien sûr, ils vont avoir beaucoup de succès à l'extérieur aussi. Et déjà, les entreprises européennes, il y en a beaucoup qui ont une centaine d'expériences en Asie, en Amérique du Nord et en Afrique aussi. La deuxième chose que je voulais signaler, c'est que les entreprises européennes ont du capital. Et c'est en fait pour les pays émergents, si on parle des BRIC, c'est surtout le capital, l'investissement qui ont beaucoup aidé au début pour leur croissance. On sait qu'après l'ouverture de la Chine et surtout après son adhésion à l'OMC, l'investissement étrangers en Chine ont cru très rapidement. Quel avantage offre encore la Chine aux investisseurs étrangers? Quand on parle de la Chine, oui, vous avez raison. Dans les dernières années, l'investissement a beaucoup aidé. Mais quand on parle aujourd'hui, le modèle économique en Chine est en processus de changer. Ça va compter moins sur l'investissement et l'exportation et on veut que ça devienne un modèle qui compte plus sur la consommation. Cependant, l'investissement européen est très important en Chine dans plusieurs secteurs qui sont très importants pour la Chine dans l'avenir. Je parle des technologies environnementales. Je parle des services financiers qui peuvent aider les entreprises chinoises et les entreprises ici en Chine à avoir plus d'accès au crédit. Ce n'est pas seulement le capital, mais aussi le savoir-faire, comment travailler dans un sens international de façon européenne. Parce que maintenant, il y a des entreprises chinoises qui vont à l'extérieur aussi. Oui. Et ça, s'ils peuvent bénéficier de connaissances que les entreprises européennes ont ici en Chine, ça aussi pourrait aider quand ils vont en Europe.
selon vous, les plus grands défis que doivent relever les entreprises européennes si ils veulent investir en Chine? Pour investir en Chine, c'est le catalogue d'investissement. Déjà, il y a pas mal de secteurs en Chine qui ne sont pas ouverts aux étrangers, aux entreprises européennes. Alors ça, c'est le premier défi. Est-ce qu'on peut participer au marché? Une fois qu'on peut participer, les défis sont souvent relayés avec la réglementation. Il y a beaucoup de changements, comme on a parlé tout à l'heure, et pour eux, c'est souvent avoir de clarité sur les règles. Ça arrive dans tous les pays où des fois on a une loi ou un règlement qui permet de faire quelque chose, mais un autre règlement ou une loi qui ne le permet pas. D'ailleurs, ça arrive aussi où il y a un règlement qui dit quelque chose, mais en fait, il y a beaucoup d'entreprises qui ne respectent pas ce règlement. Et alors, ça, c'est difficile parce que nos entreprises, ils ont une obligation à suivre la loi. Vous avez sans doute beaucoup de contacts avec les entreprises chinoises pendant votre mandat. Donc, constatez-vous des différences entre les mentalités des entrepreneurs chinois et les entrepreneurs européens? Si vous parlez des entrepreneurs, je dis pas les multinationales, les entrepreneurs chinois, je dirais, ils prennent beaucoup plus de risques que les entrepreneurs européens. Ils ont eu beaucoup de succès, ils ont beaucoup eu plus de, je pense, opportunités en Chine parce qu'il y avait beaucoup de possibilités commerciales, il y avait les marchés et les produits qu'ils ont pu introduire et tout ça. Les entrepreneurs européens, je crois, ils sont un petit peu, ils réfléchissent un petit peu plus avant de faire un investissement. Et puis, ils pensent peut-être un petit peu plus à long terme. Par contre, je trouve que les entrepreneurs chinois, ils saisissent le moment. La coopération que les entreprises européennes ont avec les entreprises chinoises, il y a toutes sortes de coopérations. Il y a des coopérations qui sont obligatoires. C'est-à-dire que s'ils ont investi dans le secteur d'auto ou d'assurance, de télécom, ils sont obligés, selon le catalogue d'investissement, d'être partenaires avec eux. Il y a d'autres entreprises qui volontairement choisissent de trouver un partenaire, que ce soit dans une entreprise de capital mixte ou sinon un partenariat, une coopération ou c'est plutôt par contrat ou autre moyen. Dans les investissements de capital mixte, ce qui est difficile, c'est souvent au niveau du comité exécutif, du board, quoi, parce que comment faire une décision? C'est pas difficile si on a 6 personnes contre et 6 personnes pour. Ça peut être très difficile. Mais une bonne chose, c'est que la plupart des entreprises ici sont rentables, ils font un profit, ils continuent à investir en Chine. Et puis, notre sondage de nos membres nous dit que 70% et plus de nos membres sont très optimistes sur l'avenir ici en Chine. Et on sait que ces dernières années, en raison de la crise de la dette en Europe, la Chine a vu ses relations commerciales se détériorer avec plusieurs pays de la zone euro. Donc, pensez-vous que cette crise va affecter ou a déjà affecté la relation commerciale entre la Chine et l'Europe? Déjà, quand on parle de ces frictions, normalement, ça représente moins d'1% du commerce international entre la Chine et l'Europe. Alors, ça représente une petite partie. Deuxièmement, je crois que tout le monde s'attendait qu'il y aura ce genre de dispute
parce que depuis 2008, la crise économique, tous les pays au monde, ils font beaucoup de concentration sur leur propre pays. Troisièmement, ce genre de choses, avec la croissance de commerce international, c'est normal aussi. Et on a OMC qui a justement ce rôle pour régler ce genre de choses. Alors, en fait, je crois que l'augmentation de ces nombres de cas, en fait, c'est moins que je m'attendais quand j'ai appris cette crise financière. Mais est-ce que les investissements européens en Chine ont été affectés par cette crise? Je crois pas trop. Et pourquoi? Parce que la crise en Europe, c'est surtout une crise de dette gouvernementale. Oui. C'est pas une crise d'entreprise. Les entreprises, ils ont de l'argent, ils veulent investir. Le défi pour eux, c'est où? Où sont les marchés où ils peuvent gagner de l'argent, où ils peuvent mieux investir? En Chine, déjà, ils ont eu pas mal d'investissements. Ils voudraient investir encore plus, mais il faut voir dans quel secteur peuvent-ils investir, dans quel secteur, où est-ce qu'il y a une demande. Et en tant que nouveau secrétaire général de la Chambre de commerce de l'Union européenne, quelles sont vos attentes vis-à-vis au futur des investissements européens en Chine et au futur de la coopération entre les entreprises chinoises et les entreprises européennes? L'Europe est le premier partenaire commercial pour la Chine. Quand on parle d'investissement européen dans le monde entier, la Chine ne représente que entre 2 et 3% chaque année d'investissement européen. Ça représente très très peu pour une région, pour une Europe qui est déjà le premier partenaire de la Chine en tant que commerce international, c'est-à-dire les exportations et les importations. Alors je crois qu'il reste beaucoup plus de possibilités. Alors maintenant, c'est toujours le commencement. D'accord. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Dunet, d'avoir nous accordé cette interview. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous.